Bonjour. J'espère que vous êtes en forme. Vous avez eu un discours sur l'économie tout à l'heure absolument formidable, qui est le meilleur des discours de l'économie. Ça va mieux, mais ça ne va pas durer. Enfin, globalement, c'est déjà essentiel que ça aille mieux. Et je suis très heureux d'être dans ce rendez-vous de la COFAS. J'ai déjà eu l'occasion, avec François David, dans le passé, de participer à ces rendez-vous. Et j'ai pu mesurer combien c'était important de réfléchir ensemble à la situation du monde et aux différents risques qui touchent les affaires que nous développons dans l'intérêt de notre pays. Je vais vous parler de la Chine. Je ne suis pas un sinologue. Je ne parle pas chinois. Mais je suis allé en Chine maintenant depuis 48 ans, donc j'y vais régulièrement. Et je suis assez prudent parce que en Chine, quand on croit comprendre quelque chose, il faut se méfier, car le contraire de ce que vous avez compris existe aussi. Vous savez, il y a un grand ambassadeur, grand diplomate français qui s'appelait Claudel. Quand on lui demandait « Alors, qu'est-ce que vous pensez des Chinois ?» Il disait « Oh, votre question m'embarrasse, je ne les connais pas tous. » Eh bien, je suis dans cette situation et je suis extraordinairement prudent parce que je vais en Chine 5-6 fois par an depuis très longtemps. Mais à chaque fois qu'on saisit une vérité, on s'aperçoit que la vérité contraire existe à côté. Donc il faut être assez vigilant. Mais une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des Chinois. D'abord, d'une manière générale, ça ne sert à rien d'avoir peur. Et on fait toujours les plus grosses bêtises quand on a peur. Il faut chercher le raisonnement le plus froid, le plus lucide pour essayer de comprendre ce qui se passe. En un mot, nous assistons aujourd'hui à une situation internationale assez simple où la Chine est en train de passer de ce qu'on a appelé l'émergence au leadership. Pendant les 40 ans passés sous l'impulsion de Deng Xiaoping et de sa logique ouverture et réforme, la Chine a fait ce qu'on pourrait appeler en politique la stratégie du mine de rien. J'avance doucement, je ne montre pas mes ambitions, je progresse et j'essaie de constituer ce que dans la pensée chinoise on appelle le potentiel de situation, c'est-à-dire j'essaie de constituer des forces qui, le moment venu, faciliteront mon rapport de force. C'est le bon général chinois qui doit pouvoir gagner les guerres sans avoir à les livrer. Tout a été écrit sur ce sujet. Donc c'est une stratégie de discrétion. Alors quand on veut être un peu fort, on prend le PIB total et on est en train de devenir la deuxième économie du monde, mais quand on veut être plus simple et en tout cas être parmi les émergents, on prend le PIB par habitant et là, on est dans des classements qui font qu'on a de la compassion pour ce grand pays qui a encore beaucoup de problèmes de développement. Donc la Chine a essayé d'être discrète et a essayé pendant 40 ans de faire son émergence pacifique sans faire trop de tapage. Mais voilà que progressivement, les choses ont commencé à se voir. Quand on devient le leader de l'aspirine, le leader des raquettes de tennis, le leader des sextoys, le leader de ceci, le leader de cela, ça finit par se voir. Et au total, la Chine commence à se montrer un peu partout et on voit dans toutes nos grandes villes, les Chinatown devenir des pôles souvent économiques importants et on voit la Chine prendre des positions stratégiques puissantes. La Chine a construit des alliances, on a vu se développer le concept des BRICS, on a pris ça avec un certain dédain et puis progressivement on a quand même mesuré que finalement, au moment où la Russie subissait pas mal de sanctions, se trouvait assez isolée, la Russie a trouvé de quoi se consoler du côté de Pékin et on a vu que Pékin et Moscou se rendaient des services de compassion réciproque. On a vu aussi ainsi s'installer une culture de ce qu'on pourrait appeler le développement paradoxal, c'est-à-dire des pays qui sont à la fois hyper puissants, hyper riches, mais aussi hyper fragiles et hyper pauvres.
Et donc, dans ce contexte-là, se sont développés un certain nombre de stratégies et on a vu que, naturellement, il était difficile à la Chine de cacher son ambition. Elle a pris position à l'ONU pour le multilatéralisme, elle a soutenu l'UNESCO et puis on a même vu le président Xi Jinping, en pleine crise au Levant, faire une visite officielle pour la première fois dans deux pays qui étaient eux-mêmes en forte tension, l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est-à-dire qu'il allait dans le sujet brûlant alors que précédemment la Chine restait un peu en dehors de les périodes et les situations particulièrement chaudes. On a donc vu ainsi la Chine organiser son G20 à Hangzhou, on l'a vu devenir progressivement une puissance qui ne pouvait plus jouer la stratégie du mine de rien et qui donc a décidé progressivement d'assumer son leadership et d'assumer la place qui est la sienne. Et donc nous sommes dans cette transition de la phase de l'émergence à la phase de leadership où le président chinois, notamment à l'occasion d'un 19e congrès qui est devenu un congrès très international, a donné au monde un certain nombre d'orientations qui lui paraissent importante et donc c'est lui qui milite aujourd'hui pour le multilatéralisme, c'est lui qui défend des positions donc des organisations internationales en disant que dans ce monde devenu très dangereux, c'est par le dialogue qu'on pourra résoudre un certain nombre de déséquilibres. Cette position-là fait que progressivement il avance et il avance avec une stratégie qui a été exposée au 19e congrès qui, je crois, est très importante parce qu'elle est charpentée, elle est cohérente. D'abord et avant tout, c'est la vision. Quelle est la vision? Et en Chine, la sémantique est très importante parce que comme ils ont à traduire dans les langages de l'Occident leurs propres concepts, ils travaillent beaucoup sur le contenu des concepts. Et donc la vision, elle s'appelle « communauté de destin de l'humanité ». C'est donc d'avoir une grande vision qui est une vision où on parle au monde entier en disant « le monde est une famille, la terre est notre foyer ». C'est cette vision-là, avec des slogans comme « la coopération est nécessaire »,« personne ne réussira seul »,« on a besoin des uns des autres » et notamment on a besoin de vivre ensemble avec des règles politiques comme d'une part le multilatéralisme et d'autre part la défense de la planète. D'où l'importance dans la stratégie de la Chine de l'accord de Paris et de la politique de changement climatique qu'ils ont engagé et pour lesquels ils ont profité des circonstances et notamment des incertitudes de M. Trump pour pouvoir avancer dans cette ligne-là. Donc la ligne stratégique, c'est la communauté de destin. Dans cette ligne stratégique, deux piliers très importants, le multilatéralisme, les organisations internationales, non au tout bilatéral, et le développement durable et notamment les accords de Paris. Ce qui fait que là où nous avons, nous Français, une cohérence avec les Chinois très puissante, c'est que les accords de Paris, la COP21, est un élément majeur de la stratégie internationale. Défendons cette planète qui est le foyer de cette grande famille. Ça, c'est la vision, cette vision qui est présentée au monde. Mais comme toujours dans un bon marketing, quand on a la perspective, le projet, l'ambition, la vision, il faut derrière dérouler la mécanique qui va nous permettre de mettre tout ça en œuvre. Et la mécanique, elle s'appelle les routes de la soie. C'est derrière la vision une mécanique qui consiste à construire un projet politique qui est un projet qui doit associer les partenaires dans une logique qui s'appuie et sur le développement durable et sur le multilatéralisme. Cette vision-là de la route de la soie est une vision naturellement pro-chinoise. Il est clair que la Chine, avec cette ambition des routes de la soie, veut régler un certain nombre de ses problèmes. Ses surcapacités industrielles, l'internationalisation de sa monnaie, des relations de voisinage, de pouvoir contenir la Russie, un certain nombre d'objectifs qui sont des objectifs de leadership et les leaderships d'une Chine qui veut être leadership en Asie et leader avec ses autres partenaires de ce grand continent qu'on appelle l'Eurasie et qui est ce continent qui devra être le continent qui va équilibrer le monde. Il faut dire que tout ceci est facilité par les positions de M. Trump qui aujourd'hui donne le sentiment qu'il se met aux côtés et à côté de cette grande ambition.
Et naturellement, les Chinois répètent ce proverbe chinois en permanence, un bon ami est un ami prévisible. Entendez par là qu'on ne voit pas beaucoup des relations d'amitié pouvoir se développer avec le président américain. Donc cette logique euro-asiatique est une logique qui naturellement est une logique puissante pour la Chine. C'est aussi une logique qui, avec subtilité, peut contourner un peu l'Inde, parce qu'on voit bien que de toute façon, la Chine a toujours beaucoup de tendresse avec les pays qui n'ont pas, eux, de la tendresse pour l'Inde, et qui, au total, fait que la Chine prend possession d'un grand continent intercontinental aujourd'hui, qui est le continent eurasiatique. Pour cela, il faut des relations avec l'Europe, pour cela, il faut des partenariats, d'où les stratégies développées pour les voies de communication et la connectivité, pour mettre plus de 1 000 milliards de dollars d'investissement sur ces grandes infrastructures. C'est un projet historique. La Chine a les mêmes ambitions que les autres pays. Elle a, comme tous les autres pays, elle espère avoir les rôles de leadership. Comme tous les autres pays, elle défend ses intérêts. Elle a une différence avec les autres pays, c'est qu'elle prend le temps. Et alors que les autres veulent travailler sur leurs objectifs à 5 ans ou à 10 ans, elle travaille à 50 ans ou à 100 ans. C'est-à-dire qu'elle est moins brutale dans ses relations, puisqu'elle se donne le temps. Elle se donne le temps d'avancer. Le projet de route de la soie, c'est un projet qui va durer, qui prend tout son temps. Et c'est là, je crois, où il faut vraiment éviter d'avoir peur et d'avoir quelques réticences, parce que ce projet-là, il est de dimension historique, il ira au bout, les moyens financiers sont créés, il y a une banque d'infrastructures qui est une banque infrastructure pour les investissements en Asie. Cette banque-là, quand elle a été proposée, les Américains ont fait savoir à leurs alliés qu'il n'était pas opportun, qu'il n'était pas pertinent d'y participer, et plus de 70 pays y ont participé. Et même le Canada, avec M. Trudeau, a demandé à participer à la route de la soie, ce qui n'était pas géographiquement ni historiquement tout à fait évident à l'époque. Mais maintenant, avec ce qui se passe au Nord, il y a des voies nouvelles qui peuvent, au contraire, rendre celle-ci pertinent. Dans ce contexte-là, on voit bien que la mécanique est enclenchée, que cette mécanique-là, elle se veut participative, elle se veut gagnant-gagnant, comme disent les Chinois, mais naturellement, elle est aujourd'hui une mécanique qui peut présenter un certain nombre de risques. Quand on a fait allusion tout à l'heure à ce que j'avais représenté le président Macron au sommet organisé par Xi Jinping, et c'est vrai que dans ce projet-là, les notes qui m'étaient données par l'administration de Bruxelles ou par l'administration française étaient des notes un peu frileuses. Méfions-nous, c'est une mondialisation à la chinoise, ce sont des sujets sur lesquels il faut se méfier. Peut-être qu'il faut se méfier. Et dans les relations internationales, il faut toujours se méfier. Mais est-ce qu'on laisse construire quelque chose sans y participer? Est-ce qu'on a une chance de s'opposer à un projet dont on reste à l'extérieur? Est-ce qu'on a une chance, avec la philosophie, la psychologie chinoise, de s'opposer en étant spectateur? Non. La seule façon de pouvoir tirer notre propre intérêt d'un projet comme ça, c'est d'avoir nos projets, nos règles et nos entreprises. Et donc, il faut être capable, nous-mêmes, de dire qu'est-ce qui peut nous intéresser dans ces grands projets de route de la soie. Qu'est-ce qui peut être pour nous intéressant? Est-ce que le Lyon-Turin est un sujet qui peut être concerné? Est-ce que la rénovation du port de Marseille? Est-ce que le canal Seine-Nord? Est-ce que le Grand Paris? Est-ce que les métros nouveaux? Est-ce que les voitures à hydrogène? Est-ce que tout ceci peut faire partie ou pas de la connectivité et peut faire partie ou pas des grands projets avec lesquels nous devons construire un avenir avec la Chine? Je pense qu'il y a là une boîte qui est une boîte de projets, et qu'il faut pouvoir rentrer dans cette boîte, mais naturellement rentrer avec ce que nous voulons. Une force qui va et qui sait où elle va, disait Victor Hugo dans Hernani. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui en politique, c'est savoir où on veut aller. Naturellement, si on reste spectateur, ce qu'on a fait pour la banque, on est arrivé, on a adhéré, mais le board était bouclé et nous n'étions pas au board. Ce qu'il faut, c'est pouvoir y aller, mais y aller avec une force qui va et qui sait où elle va. Et je crois que c'est vraiment très important de vouloir aujourd'hui envisager que dans la coopération avec la Chine, nous avons, nous, Français, une relation qui est une relation historique depuis 1964 et le général de Gaulle, que nous avons cette relation où nous pouvons avoir avec eux des capacités de construire ensemble des projets, notamment pour les pays tiers.
ce que nous faisons en matière nucléaire à Hinkley Point au Royaume-Uni aujourd'hui, ce que nous faisons dans un certain nombre d'autres projets, y compris aéronautiques, de construire ensemble des produits, des projets qui seront proposés aux uns et aux autres. C'est, je pense, comme ça qu'il faut voir aujourd'hui la route de la soie. Ils viennent de créer, à côté de la banque, le Silk Road Fund. Le Silk Road Fund, il a déjà près de 100 milliards de fonds à investir. Ils font du private equity, ils font un certain nombre de sujets pour aider les entreprises à grandir. Ils ont bien vu que le sujet de la France, c'était d'aider les entreprises à grandir, que nous avions beaucoup de PME, mais que nos PME étaient souvent trop petites, et que pour grandir, elles avaient besoin d'international, c'est-à-dire qu'elles avaient besoin d'innovation, d'international, et donc de capitaux propres. Et donc, ils interviennent dans ces directions-là pour muscler les entreprises, pour pouvoir nourrir cette route de la soie, et c'est, je crois, un des points très importants de leur logique. Dans ce contexte-là, vous les voyez, avec leur communauté de destin, avec les routes de la soie, ils nous font, et là, naturellement, nous avons des discussions, ils font une diplomatie très active, tout cela avec, naturellement, de l'idéologie politique. Il faut être conscient de l'idéologie politique, ce que M. Xi Jinping appelle le socialisme aux caractéristiques chinoises. Le socialisme aux caractéristiques chinoises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le parti qui gouverne. Et qu'il peut y avoir des débats, il peut y avoir même des élections, mais c'est dans le parti. Et la société, elle doit obéir au parti. Et tout le monde doit être loyal au parti. C'est le leadership du parti qui est la règle, qui est le système politique. Donc ça, il faut bien l'intégrer parce que ça ne changera pas. Tous ceux qui ont pensé que la Chine évoluerait à l'occidental se sont trompés. Ils ont cette logique-là. La société, elle est capable de prendre des comportements qui viennent d'inspiration occidentale, mais la gouvernance politique, c'est un parti de plus de 90 millions de personnes qui va gouverner. 90 millions de membres du Parti communiste chinois. Il y a plus de membres du Parti communiste chinois qu'il y a de Français. Il y a peut-être plus de communistes en France qu'il y en a en Chine. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Bon, mais au total, il y a cette vision-là qu'il y a un projet, il y a des mécaniques d'action et notamment des outils avec les routes de la soie. Donc il faut bien voir les routes de la soie comme cette logique-là au sein de l'Eurasie, et il y a donc cette vision politique est une vision aujourd'hui qui fait que la gouvernance est celle d'un parti qui est au fond à la fois un ensemble politique, mais aussi un ensemble administratif, puisque l'école du parti, c'est l'ORENA, le gouverneur, c'est leur préfet, il est membre du parti, c'est l'organisation avec laquelle ils sont structurés et avec laquelle nous devons pouvoir nous adapter. C'est, je pense, un point clé du système. Il est évident que tout ceci ne bougera pas et c'est une affaire, je crois, classée pour un certain temps. Nous avons, nous, Français, une bonne position dans cette situation-là. Il se trouve que le président Macron a fait un voyage important il y a quelques semaines, tout au début du mois de janvier. Ils ont bâti beaucoup de relations personnelles entre les deux présidents. Je crois qu'il y a là des opportunités de développement. Et puis, nous sommes un petit peu aidés par ce qui nous entoure ici aujourd'hui. Il n'est pas interdit, dans ces métiers, y compris de la politique, d'avoir un peu de chance. Le président de la République française en avait eu déjà pendant sa campagne électorale. Ça continue de lui porter bonheur. Et donc, naturellement, les Asiatiques ont du mal à comprendre pourquoi les Anglais veulent quitter l'Europe. Ils ont du mal à comprendre pourquoi Mme Merkel gagne les élections mais ne peut pas gouverner, pourquoi Barcelone veut vivre en dehors de l'Espagne et pourquoi l'Italie se remet dans des situations d'impasse et finalement pourquoi l'Amérique est aussi aventureuse qu'elle l'est actuellement. Et donc finalement, dans tout ce contexte assez instable, la France apparaît rénovée, réformatrice, stable, ouverte et moderne. Et donc nous avons une circonstance de planète actuellement qui est vraiment une circonstance très très positive qu'il nous faut naturellement exploiter avec notre jeune président et présenter nos projets, nos règles dans cette perspective de la route de la soie. Je termine en disant vraiment que si on regarde les choses non pas à 5 ans, mais si on les regarde à 30 ou 40 ans, il y a vraiment là, pour nous, Européens, une circonstance qui est quand même très intéressante. C'est au fond de replacer l'Europe au cœur même d'un nouveau dispositif qui sera peut-être le centre de gravité du monde dans l'avenir, avec cette aile d'un côté euro-asiatique et l'autre aile qui intéresse beaucoup les Chinois,
qui est l'aile euro-africaine. Et c'est cette relation entre l'Asie et l'Afrique dont l'Europe peut être géopolitiquement un axe très central, un point de gravité très important. Mais dans ce contexte-là, je crois que ce qui est très important pour nous tous, c'est d'avoir des projets communs et de faire en sorte qu'avec les Chinois, dont on mesure les capacités. Je me souviens d'un jour, quand on discutait sur les Airbus avec M. Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping, il nous disait, mais vous savez, on est aussi intelligent que vous, mais on travaille plus, donc on a des chances de vous rattraper, n'ayez pas peur, travaillons ensemble. Et moi, je crois que ça, c'est très important. Il faut inventer des choses ensemble. Quand vous voyez le nombre de jeunes Français qui sont aujourd'hui dans les centres d'innovation en Chine, vous voyez vraiment, on a une présence qui est très, très forte. Il faut pouvoir utiliser cette stratégie de développement qui est une forme de formidable plan Marshall. On n'a jamais vu de plan autant soutenu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis le plan Marshall que ces routes de la soie. Il faut pouvoir naturellement y aller, y participer et faire en sorte que nous y allons notamment sur des projets franco-chinois dans lesquels on a déjà organisé un peu notre partage. Il va de soi que dans toutes les relations internationales, il faut avoir à se défendre, mais je crois qu'on ne peut se défendre dans ce type de dynamique qu'avec une conscience du mouvement. Je voudrais, en terminant, vous dire que ce qui est aujourd'hui le plus important dans la dynamique de la Chine, c'est que c'est un média considérable, la Chine. Tout le monde passe en Chine. Les Américains sont là, les Allemands sont là, tout le monde est là. Et au fond, l'accélération de la Chine est quelque chose de très, très rapide. Et il se passe un certain nombre de phénomènes et on y prend beaucoup d'informations. Dans tous les mouvements sont en fait des médias et on apprend des choses, on voit des progrès, on note un certain nombre d'initiatives. Et au fond, les informations viennent en grande partie de là-bas. Il y a une trentaine d'années ou un peu plus, avec mon collègue qui était à l'époque président du Conseil général de la Vienne, et moi j'étais président de la région, nous avons fait un jumelage entre la Vienne et Shenzhen. Il faut dire qu'on voulait jumeler Châtellerault et Shenzhen. Châtellerault avait 32 000 habitants et Shenzhen 29 000. Mais comme nous sommes des élus vraiment responsables, on s'est dit, oh, c'est peut-être un peu ambitieux, on va jumeler la Vienne, 400 000 habitants, avec Shenzhen, plutôt que de jumeler Châtellerault seulement avec Shenzhen. Aujourd'hui, grâce à une politique très active du département de la Vienne et à la qualité de ses élus assez exceptionnelle, nous sommes passés de 380 000 à 410 000. Et Shenzhen est maintenant à 13 millions. Donc, on voit combien on est clair. Il y a une accélération, une puissance et une vitesse qu'il nous faut pouvoir connaître. Alors, sans abandonner ni notre culture, sans abandonner ni nos projets, soyons très attentifs à cette pensée chinoise. Mais la pensée chinoise, elle n'est pas pour nous hermétique. C'est une pensée, pour être très schématique, c'est une pensée globalement assez moderne. Nous, traditionnellement, depuis Aristote, depuis Descartes et avec Karl Marx dans notre éducation nationale, on nous a appris la dialectique, la thèse, que tu te challenges par l'antithèse et tu débouches sur la vérité, la synthèse. Et cette vérité unique s'impose à tous, à la pensée universelle, ce moteur à 3 temps qui débouche sur la vérité unique. Eh oui, mais là-bas, ils ont thèse et antithèse. Ils n'ont pas la 3e étape. C'est un moteur à 2 temps, c'est yin et yang. Le bien est en moi, mais aussi le mal est en moi. Je suis un garçon sympathique, généreux et gentil, mais je peux être malicieux, vous savez. Et donc le mal, il est en moi. Et si je veux être un honnête homme, c'est pas de faire croire que j'ai pas le mal en moi, c'est de maîtriser le mal qui est en moi. Et c'est de faire en sorte que quand je vais signer un contrat avec quelqu'un d'autre, je sais que ce contrat est fait par quelqu'un qui a d'une bonne volonté, mais je sais que s'il peut me rouler, il me roulera. Et que si de toute façon, s'il peut remettre en cause le contrat, il le remettra en cause. Et donc je dois être vigilant. Et c'est par la création d'une amitié. Mais je sais que le bien est en lui et je sais que le bien est en moi. Je vais essayer de faire en sorte que ces 2 biens vont se connecter pour nous faire déboucher sur la réussite. Mais sans nier le fait
que je ne vais pas croire à l'homme idéal, je ne vais pas croire à l'honnête homme et celui qui est au-dessus de tout, qu'il y aurait cette pensée unique et vertueuse, ce bon français vertueux et sans défaut. Non, nous sommes tous avec nos défauts et il faut pouvoir travailler avec le yin et avec le yang. Et cette diversité-là, finalement, elle ressemble un peu à la pensée complexe d'Edgar Morin, et elle est assez moderne. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait peur de la modernité, je ne vois pas pourquoi on aurait peur d'un challenge intellectuel avec des Chinois, je ne vois pas pourquoi, quand ils proposent un projet de cette nature, nous pourrions avoir peur, mais à condition qu'on soit quand même assez lucide, que par exemple on trouve une force de cohésion en Europe et qu'on puisse avoir une réponse européenne et qu'aujourd'hui on ne soit pas dans cette situation où chacun organise ses petites affaires avec la Chine et que finalement l'Europe apparaît plutôt dispersée dans ses grands projets que rassemblée. Donc plutôt que d'avoir peur, prenons la logique de l'ambition, la logique de l'entreprise, la logique de l'entreprendre et faisons en sorte qu'on ait une réponse qui soit une réponse offensive et ayons confiance un peu en nous-mêmes car c'est bien d'aimer les autres, mais aimons-nous nous-mêmes et je crois que nous y arriverons. Je vous remercie.